Allez, on va démarrer 11h05. Du coup, bonjour à tous. Moi, Antoine, donc, je suis cofondateur de Sysfarm. Donc, je suis fils d'agriculteur et je suis ravi de voir que pas mal de personnes s'intéressent au sujet de l'agriculture. Alors, j'ai vu que dans les participants, il y avait des partenaires que je salue. Je prends, oui, rapidement la parole, un petit peu pour rappeler la thématique du webinaire. Euh, on a eu pas mal de sollicitations récemment un petit peu sur les sujets de crédit carbone. Et en fait, on a vu notamment qu'il y avait de plus en plus de personnes avec des influences, on va dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou même un petit peu politique, qui en parlent de plus en plus. Quelqu'un que vous connaissez probablement, Fabrice Bonifay, ancien du groupe Bouygues, avec qui j'ai pu échanger il y a pas très longtemps, et donc qui est également président du C3D, met de plus en plus en avant la nécessité de financer des crédits carbone et surtout, ou presque uniquement, on va dire, de haute intégrité en respectant beaucoup de principes comme l'additionnalité, la permanence ou pas mal de choses qui pourront être évoquées. Et du coup, c'est un petit peu le pourquoi est-ce qu'on a voulu remettre en avant un petit peu la nécessité de venir expliquer, détailler comment ça fonctionne, en quoi ça a un intérêt différenciant pour des entreprises et en quoi c'est surtout important de venir accompagner les agriculteurs dans leur transition. Donc je suis ravi et je te laisse la main, Florent. Merci Antoine. Et puis on voit aussi que c'est vrai qu'on a mené, plusieurs, webinaires et d'échanges découvertes là sur 2025. On n'a pas eu autant, on va dire, de monde sur chaque webinaire. Donc, on voit que le sujet est de plus en plus, émergent. Moi, j'ai une petite piste de lecture aussi, c'est que, il y a beaucoup de sociétés, qui se sont engagées dans des trajectoires CSRD et SBTi avec des enjeux, de bien sûr que d'évitement et de réduction de leurs émissions, mais également, ils arrivent un peu à cette étape de se dire comment la première très grand jalon de 2030 sur la neutralité, on doit commencer à s'en préoccuper maintenant, et il faut prendre en charge nos émissions maintenant. Ça, c'est sur la partie très carbone, hein, mais il y a aussi, je trouve, de plus en plus de sociétés qui commencent à se dire, je publie, je m'engage sur ma volonté d'être une entreprise, je mets entre guillemets verte, mais tout le monde comprendra. Finalement, comment je passe de l'idée à du concret? Et c'est bien beau d'être vert sur son entreprise, mais si je suis pas vert sur ma chaîne de valeur ou directement sur mon territoire, il y a un peu une dissonance qui se crée. Et je trouve que plus on avance sur ces sujets, je veux dire, plus on avance dans le temps, plus ces sujets deviennent prioritaires au sein des entreprises, des directions RSE et aussi des directions achats. Voilà, c'est plus un sujet qui est lié que au développement durable, mais c'est également un sujet qui devient transverse. C'était pour juste parfaire ton introduction. On a une présentation qui est en trois temps. On va être vraiment focus sur le mot haute intégrité. Crédit carbone, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est-à-dire de venir, un crédit carbone est égal à une tonne de CO2, ce qui nous fait du bien, mais également défaut, parce qu'il y a tout l'historique des projets qui peuvent être exotiques avec des crédits carbone qui ont eu je veux dire, des problématiques dans leur méthodologie et puis des mauvaises presses, plus tout le marché du crédit carbone obligataire avec les problèmes sur la TVA, voilà. Et donc nous, on va plutôt se concentrer sur ce mot haute intégrité. Et donc c'est pour ça qu'on va vous présenter un volet qui est très important. Nous, on est une société Sysfarm. La création de Sysfarm il y a 4 ans, euh, elle est partie d'un constat, c'est que les agriculteurs allaient subir une crise majeure et que les crédits carbone à haute intégrité allaient être pour eux un levier de financement de leurs subventions et pour les entreprises, un levier pour venir concrétiser leurs engagements. Voilà. Petite introduction, moi j'aime bien partir de ce visuel. Alors Marjolaine, n'hésite pas à m'interrompre hein, si la slide ne change pas, mais je pense que c'est bon si tu m'as rien dit. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Alors si on se promène un dimanche au bord d'une parcelle, je sais pas si on est là, ça peut être très joli, mais
si on prend un peu de hauteur, on ne voit pas cette hétérogénéité aujourd'hui dans le milieu, sur les parcelles agricoles. Et finalement, l'agriculteur aujourd'hui, il a vécu un peu, j'ai envie de dire, ces très très belles années d'après-guerre, mécanisation, utilisation d'une chimie performante pour avoir de la productivité, des rendements, mais qui arrive un peu à ses limites, dans le sens où ces 50 dernières années, on a optimisé la production, qui a permis de gagner des points de rendement, et finalement, on est en train d'inverser enfin d'inverser le processus, dans le sens où optimisation devient, devient créateur de fragilité. Là, par exemple, on voit que sur cette parcelle qui doit faire quand même enfin un peu plus d'un hectare, bah, on voit que là, il y a des zones qui sont quand même sans culture, à sol nu. Donc ça veut dire que les graines n'ont pas levé, sûrement à cause, par exemple, des aléas climatiques, des fortes pluies juste au moment où la graine a levé. On voit qu'il y a la même problématique sur ce champ-là. Voilà. Donc, ça pousse à des questions. Est-ce que le modèle agricole peut perdurer avec ce même système économique et écologique de production? Et c'est pas uniquement un regard, je veux dire, une intuition ou uniquement le fait qu'on ait mis notre regard sur cette parcelle agricole, mais c'est également insisté, enfin, c'est également prouvé par des chiffres. Il y a deux chiffres majeurs. On parle de changement climatique, surtout nous au niveau agricole, on parle plutôt de l'augmentation des aléas climatiques, les fortes pluies qu'on peut avoir à l'automne ou à la sortie de l'hiver, et également les pics de chaleur qui commencent à augmenter, les seuils de 40 degrés qui sont très très néfastes pour chaque plante qui est en croissance. Et également le système pure chimie qui trouve ses limites. Et on l'a encore plus avec la guerre en Iran, hein, mais déjà avec la guerre en Ukraine, on était passé d'une tonne à 350 euros à plus de 1000 euros sur la tonne d'ammonitrate, hein, qui est un engrais majeur, hein, pour les agriculteurs, qui va fournir l'azote qui est indispensable à la croissance de la plante. Je suis pas sûr qu'on redescende à ces niveaux-là, hein. Moi, je fais le parallèle avec la crise pétrolière. Alors, j'étais pas né, mais en 75, et depuis, on reste à des niveaux du diesel qui sont très très élevés. Donc, dès que le prix est devenu acceptable, ou en tout cas par une forte partie du monde économique, les variations sont quand même assez faibles. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on regarde les deux graphiques au-dessus? Bah, après-guerre, on a eu une augmentation des rendements grâce à la chimie et la mécanisation très forte. Mais par contre, on commence sur les 10 dernières années, à avoir une tendance à la baisse à cause justement de ces aléas climatiques et de ces aléas sur les coûts des matières premières que l'agriculteur va utiliser. Donc, ça remet en question le modèle. Est-ce qu'on doit être 100% chimie? Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur une conception de sol vivant qui va amener de la résilience? Est-ce qu'il ne faut pas prendre aussi en compte de ce qui se fait très bien dans d'autres modèles, comme la permaculture, mais adapté à une échelle d'une entreprise, d'une exploitation agricole? Voilà. Et si on regarde aujourd'hui la qualité des sols, parce que c'est bien ça, aujourd'hui, le premier métier de l'agriculteur, c'est d'avoir un sol qui va lui permettre d'être productif. Donc, il doit d'abord nourrir son sol avant de récolter une culture de blé, de maïs. Et si on regarde, alors je vous ai mis le lien, on pourra vous envoyer la présentation, bien sûr, mais c'est un mapping qui est très intéressant qui prend plusieurs critères, mais la qualité des sols aujourd'hui en Europe et leurs défauts de concentration, notamment en carbone. Pourquoi on se focalise sur le carbone? Euh, Plutôt comme un moyen que comme une finalité, mais un moyen, plus le sol va être riche en carbone, plus, je prends l'image de cette éponge, mais plus l'éponge, le sol va être important, et donc il va pouvoir stocker de l'eau pour faire face aux sécheresses, il va pouvoir stocker de l'eau pour faire face aux fortes pluies hivernales et automnales, pour pas avoir des effets d'érosion, pour bien stocker toutes les matières dont la plante va avoir besoin pour se nourrir. Et on voit qu'en Europe, on a quand même des sols qui sont très très fortement dégradés. Vous pourrez faire le lien avec les zones de production de grandes cultures et céréalières, hein, autour de Paris, l'Espagne fortement, mais également toutes les autres régions d'Europe, hein. Et si on regarde par rapport, on pourrait très bien se dire, bah, quittons le monde conventionnel pour passer au monde biologique.
Sauf que, bon, bien sûr, le monde conventionnel, si on regarde le bilan carbone d'une exploitation, bah, il y a beaucoup d'achats de matières premières, fertilisation, combustible qui sont issus des filières pétrochimiques, hein, le fioul du tracteur, l'engrais, très peu de séquestration opérée dans le sol, et finalement un bilan là en vert fluo, un bilan carbone qui est très élevé et positif. On pourrait très bien se dire sur une exploitation bio, bah, il y a moins d'achats d'engrais. Donc on a un bilan qui peut être meilleur. Oui, il est meilleur que la partie conventionnelle, mais on a un très très fort travail du sol et finalement bah, un bilan carbone à l'hectare qui n'est pas si bon que ça. Et donc c'est pour ça que chez Sisfarm, on pense il y a il faut pas travailler sans chimie, il faut pas travailler sans se dire que le sol n'est pas vivant. Et il y a un juste milieu à trouver et à actionner chez les agriculteurs pour utiliser les bons côtés. Et c'est ce qu'on voit sur ces modèles en agroécologie. On va avoir une baisse des achats d'engrais, une baisse de la mécanisation qui va permettre notamment bah, de changer le système de culture et donc de venir séquestrer beaucoup plus de carbone atmosphérique en carbone minéral dans les sols et au final d'avoir un bilan carbone à l'hectare qui est beaucoup plus positif que le système biologique. Bon, on sait la diversité hein, des exploitations agricoles. Là, c'est des moyennes, mais ça donne quand même une tendance. Euh, et finalement, bah, ces impacts climatiques, ces impacts économiques, ils ont bien sûr un impact sur la chaîne de valeur, que vous soyez de près ou même de loin ou même absolument pas, parce que l'entreprise est implantée dans tous les cas sur un territoire qui va capter de l'eau, qui va redonner de l'eau. Et donc, euh, dans tous les cas, l'impact de enfin, ces deux impacts vont avoir, euh, il va y avoir une baisse des rendements agricoles s'il n'y a pas de transition qui est enclenchée. Il va y avoir des sauts et des qualités en dents de scie, notamment par exemple, je pense à la concentration. Il y a des très bonnes études qui ont été faites sur la concentration des protéines dans le blé face à ces pics de chaleur et la volatilité des prix. Donc, on est sur des véritables projets d'additionnalité, c'est-à-dire que le financement via des crédits carbone à très haute intégrité va permettre chercher à contrecarrer cette tendance générale qui est en train d'apparaître dans le monde agricole et qui impacte la chaîne de valeur, mais également les territoires. Est-ce que vous avez déjà peut-être ce qui me permet de stopper un peu mon monologue, mais des questions sur cette première partie? Marjolaine, pas de questions? Non, on n'a pas eu de questions dans le chat pour l'instant. Ok, ok. Les slides sont numérotés, donc n'hésitez pas, si jamais il y a une question qui arrive à la fin, je peux remonter très facilement sur les slides. Euh, Maintenant, on va essayer de comprendre. Moi, j'aime bien cette idée, pardon, de dire en France, on aime nos agriculteurs, mais on n'aime pas l'agriculture. J'en suis sûr que vous avez eu cette réflexion, cette idée qui vous est passée, cette pensée, quand vous voyez un agriculteur travailler dans son champ, vous avez plutôt une idée de vous dire, l'agriculture participe un peu à la pollution, à la dégradation de l'espace naturel. Et pourtant, l'agriculteur peut devenir une solution pour combattre le réchauffement climatique, apporter de la résilience, de la robustesse à nos territoires. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est comment le fait de venir changer ces pratiques va permettre d'être un apporteur de solutions face à ces problématiques. Avant d'aborder les leviers précis, euh, je veux juste faire un parallèle. Vous connaissez peut-être les crédits carbone de trading sur le marché obligataire, voilà, qui sont liés à des évitements et des réductions d'émissions, peu chers sur des plateformes de trading. Et aujourd'hui, on a quand même sur le marché volontaire plutôt des aspects forêt. Forêt, très bien, sur des projets de conservation ou de plantation. Par contre, bon, il y a quand même un sujet que tout le monde met un peu sous le tapis sur les sujets de forêt, hein. C'est que vous financez une forêt. Bon, généralement, elle peut être déjà très très loin. Elle peut être dans ce que j'appelle moi des pays de l'hémisphère sud exotiques, hein. Qu'est-ce qui se passe?
où il y a certains projets qui se font en France, mais c'est un peu plus faible. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 25 ans, la forêt brûle? La forêt prend une tempête de vent qui vient la coucher. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos crédits carbone? Ah, c'est difficile de pouvoir les valoriser. Et du coup, vous perdez une partie qui peut être très importante de votre investissement. Alors que sur des sujets agricoles, on est sur des transitions qui ont 5 ans pour quand même pallier à toutes les variations, on va dire, climatiques qui peuvent opérer. Mais on est sur des projets plus courts, avec beaucoup plus de mesures, et sur des co-bénéfices directement sur l'eau, la biodiversité, la qualité de l'air également. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui ont financé au préalable des projets sur de la forêt, qui disent, moi j'ai envie de sécuriser ma stratégie et je vais apporter un mix forêt plus agriculture. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un autre aspect qui peut être intéressant, c'est que ces crédits carbone deviennent cessibles. Donc, ça veut dire que vous pouvez acheter des crédits carbone. Si vous ne les utilisez pas dans votre stratégie, parce que suite à l'actualisation de votre bilan carbone, bah, vous avez moins émis et plus, et plus évité des émissions, c'est un marché qui va être, sans dire spéculatif, c'est encore un grand mot, mais en croissance. En tout cas, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont s'intéresser à ces marchés et donc avec une possibilité de les revendre. Donc ça devient un actif financier. Voilà. Ah bah, je le mettais, je faisais une petite slide là-dessus. On va avoir dans tous les cas, pourquoi ça va être un marché où le crédit carbone, où la demande va être croissante. Il y a beaucoup de sociétés qui vont arriver sur ces stades dans leur stratégie CSRD, SBTI, à venir chercher à traiter leurs émissions résiduelles. Il y a quand même une offre limitée de projets. Nous, on est très très fiers aujourd'hui, quand même, en moins de 4 ans, d'avoir pu embarquer plus de 4000 agriculteurs. Ils viennent vers nous d'une façon volontaire parce qu'ils subissent de plein fouet hein, les deux enjeux que je vous ai décrits au début. Mais aujourd'hui, on voit que lorsqu'un très grand groupe, je veux dire du top 100 des entreprises françaises, souhaite à établir une stratégie, c'est des volumes qui sont très 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 importants, qui sont contractés. Et donc finalement, si on se place à l'échelle de l'ensemble de ces grands groupes, on se pose la question de comment on va suivre la demande. Euh, voilà. Et donc, moi, je vous invite à vous positionner, bien sûr, hein, je suis responsable des partenariats stratégiques au sein de Sisfarm, donc je suis bien sûr très volontaire pour vous dire de vous positionner dès maintenant sur des premiers projets pilotes qui vont permettre de confirmer auprès d'un board l'intérêt, et puis ensuite de se dire bah, sur les années 2030, c'est déjà quelque chose qu'on a pu tester, on n'est pas novice sur le sujet, on va pouvoir accélérer. Voilà. Et pas attendre le dernier moment, 2030, lorsqu'il y aura une bataille sur les crédits carbone. Bon, ça, c'est mon discours commercial. Et c'est à vous de le challenger, surtout avec la direction achat et financière, qui a peut-être pas le même regard que moi, mais je pense qu'il y a un intérêt quand même très fort. Euh, Nous, on pense que le crédit carbone, dans tous les cas, ça va devenir un actif financier stratégique et que l'enjeu n'est pas uniquement de réfléchir à l'échelle de son bilan carbone, mais au niveau de la stratégie de l'entreprise, de se dire comment auprès de l'ensemble de mes parties prenantes, notamment des investisseurs, comment j'arrive à sécuriser l'accès aux bons projets à très fort niveau d'intégrité parce qu'il y a de la séquestration, parce que l'agriculteur est bon dans sa démarche, voilà. Et donc, ne pas attendre que le marché devienne tendu et c'est quand ça devient stressant, c'est là où on peut faire des erreurs. On a la chance en plus en France de travailler sous le label bas carbone. C'est un cadre structurant qui est très très fort. C'est-à-dire que demain, nous, on n'est pas les seuls hein, sur le marché à permettre à des agriculteurs de mener leur transition agroécologique. Mais bon, il y a beaucoup d'acteurs qui utilisent notre outil. Euh, mais en tout cas, ça permet de se dire entre chaque acteur du marché comme Sysfarm, d'avoir les mêmes méthodes de calcul, les mêmes formules mathématiques pour dire l'agriculteur est passé d'un système, enfin, a produit tant de biomasse d'engrais verts sur sa parcelle, il va ensuite séquestrer tant de carbone dans son sol. Tout le monde a la même méthode.
Ça me semblait très important de le rappeler parce que c'est un élément central et il n'y aura pas une Élise Lucet qui va venir taper à votre porte dans 2 ans en disant vous avez acheté des crédits carbone, est-ce qu'ils existent vraiment? C'est ce qui a eu lieu sur des dernières années où ils se sont aperçus que les forêts en Argentine avaient été coupées, hein. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est très très sûr. Et pour reboucler, ce n'est pas nous qui euh, validons, certifions le projet de l'agriculteur à la fin de son parcours, dans le sens où il y a un cabinet d'audit externe qui va certifier l'ensemble des bilans carbone et des données qu'on a pu collecter, mesurer avec l'agriculteur pour dire le projet a bien eu lieu, il est fiable et le financement est possible, est conforme par rapport au nombre de tonnes que l'agriculteur a réussi à éviter et à certifier. Ça me semble quand même quelque chose qui est très important. Vous pouvez aller voir, vous tapez label bas carbone, ministère de la transition écologique, et vous avez l'ensemble des projets qui sont déposés, qui ont été certifiés. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est un cadre de travail qui permet d'amener de la confiance et de la fluidité dans les relations entre les acteurs. Et je pense que vous avez pas mal de questions à ce niveau-là, on pourra peut-être les aborder par la suite. Euh, Si ça vous va, je rentre un peu dans le vif du sujet sur l'aspect scientifique et pourquoi on parle d'haute intégrité. Tout d'abord, je vous permets de vous comprendre via ce schéma très simple, qu'est-ce qui se passe dans le sol. Sur la droite, vous avez le modèle un peu ancien. Enfin, le modèle ancien qu'on a fait depuis les 50 dernières années, très performant. Pourquoi? Euh, Mécanisation, ça évite d'utiliser, on va dire, du glyphosate. Vous retournez, vous labourez, vous retournez votre terre, toutes les mauvaises herbes sont enterrées. Et donc, c'est presque un traitement mécanique pour désherber. Donc, ça permet d'éviter des pesticides et puis ça permet d'homogénéiser les terres. Par contre, qu'est-ce qui se passe? L'effet rebond, il est qu'on vient faire introduire de l'oxygène dans des couches sous le sol qui contenaient le stock d'humus. Le stock d'humus, bah, c'est cette éponge dont je vous parlais, où il y a le carbone. Et finalement, bah, en présence d'oxygène, les bactéries vont se mettre à travailler et vont rejeter du CO2 et libérer une couche très très importante de nutriments pour les plantes, mais peut-être une couche de nutriments trop importante et face à des fortes pluies, hop, euh, je vais simplifier, mais le phosphore, l'azote va partir dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, et c'est ce que vous connaissez, très classique avec ce qui se passe en Bretagne, mais aussi ailleurs en France. Alors que dans un nouveau modèle que l'on euh, propose dans les phases de transition avec l'agriculteur, on va chercher à non plus labourer, mais à être sur un système de semi-direct, donc laisser le sol vivant, laisser le sol travailler de lui-même. Et le but de l'agriculteur, ça va être d'enrichir au maximum, non pas avec des engrais, mais aussi avec des compléments naturels. Et ça va passer surtout via ce qu'on appelle des couverts intermédiaires, des engrais verts entre deux cultures, entre un blé, un colza, de l'orge, du maïs, de ne plus sortir les pailles de blé, mais de les réinsérer, pourquoi pas amener aussi du fumier, voilà, si le fumier n'est pas trop loin. Et donc, on va augmenter cette éponge, on va augmenter la quantité de carbone qui va s'associer à l'argile, et on va créer un sol qui est beaucoup plus résistant face aux aléas climatiques et fournir quand même les bonnes quantités de nutriments. Alors peut-être un tout petit peu moins, donc il y aura une baisse de rendement, mais en tout cas, on aura un sol qui va être beaucoup plus robuste. Et c'est ça que l'agriculteur regarde. Il se dit, j'ai un actif qui est beaucoup plus robuste et qui me permet de faire face aux crises que je vais peut-être subir. Alors j'en ai parlé un peu des leviers, mais je vais juste passer très rapidement. On va insérer dans les rotations des cultures légumineuses, très gros avantage, captation de l'azote dans l'atmosphère pour le restituer dans les sols, donc diminution de la quantité d'engrais azotés consommés, achetés par l'agriculteur, la mise en place d'engrais verts qui ont en plus un bénéfice majeur, ils sont souvent avec une très grande quantité, je veux dire, de plantes attractives pour les abeilles, réinsertion des résidus de culture pour justement développer ce, l'humus et donc pas vendre les pailles, et moins de travail du sol, bon, moins de consommation de carburant. Voilà.
Alors, l'éco-bénéfice, ouais, pardon. Une petite slide de synthèse pour vous dire qu'on passe d'un modèle finalement où le sol, l'agriculteur était un émetteur de gaz à effet de serre par ses pratiques dans l'agriculture conventionnelle. C'est ce qui lui permettait d'assurer dans ce modèle-là des hauts niveaux de rendement. Mais on va toujours quand même garder deux choses, un niveau de rendement quand même très puissant et par contre, une exploitation qui va devenir un puits de gaz à effet de serre dans les sols. Et donc, justement, cette transition agroécologique qu'on initie avec l'agriculteur, ça va venir, je veux dire, se résumer par on veut un modèle qui soit économiquement viable et également écologiquement puissant. Euh, on le voit pas forcément, mais il y a des. Ça, par contre, nous, on le mesure sur chaque exploitation, au-delà du bilan carbone, parce que vous l'avez compris, pour l'agriculteur, c'est un moyen de piloter la résilience de ses sols, et c'est aussi un moyen une finalité de mesure pour financer sa transition via les crédits carbone. Mais il n'y a pas que le CO2. Il y a également un impact sur la qualité de l'eau qu'on vient mesurer, sur la biodiversité, sur la limitation de l'érosion des sols et la qualité de l'air. Et c'est souvent aussi des aspects qui viennent, parce que la biodiversité, c'est tellement large, qui viennent qui viennent être pris en compte dans les feuilles de route environnementales et climatiques des entreprises. Donc, avec finalement un crédit carbone, je peux aussi jouer sur les autres leviers où parfois les entreprises se trouvent un peu démunies vers quel interlocuteur je dois aller. Voilà. Je passe très, très rapidement, mais c'est très intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est très intéressant. Euh, En fait, pourquoi finalement on se dit, pourquoi les agriculteurs, ils sont face à une crise, une double crise même, et pourquoi finalement d'eux-mêmes, ils ne déclenchent pas cette transition, et c'est pour ça que le label bas carbone a été créé, parce que il y a cette nécessité de monter des projets avec une véritable additionnalité. C'est-à-dire que il faut financer pour que le projet puisse se créer. Alors, on a bien sûr des agriculteurs qui ont pris eux-mêmes ces initiatives, hein, mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des très, très grandes résistances au changement. C'est dur de changer ses pratiques culturelles parce qu'on est tout seul dans sa région. Et les agriculteurs avec qui on échange, ils ne font pas la même chose. Vous êtes un peu la brebis noire au milieu du brebis de mouton, au milieu du troupeau de brebis qui est tout blanc. Et puis, comment je vais faire? Je peux pas me louper. C'est pas comme une entreprise où on peut faire plusieurs essais. Un agriculteur il travaille 40, 45 ans, il a 40 années de test. Il n'en a pas 120, 180. Il y a des enjeux aussi économiques. Ça va lui demander des investissements, il va changer de matériel, il va acheter d'autres semences, notamment des engrais verts. Il va quitter ce monde un peu de dire je mets que des engrais verts qui sont de la moutarde, les semences de moutarde c'est pas cher. Non, la moutarde c'est bien, mais ça fait pas tout. Ça produit peu de biomasse, ça ne permet pas de capter de l'azote atmosphérique, donc il faut d'autres semences qui coûtent plus cher pour ces couverts intermédiaires. Je vais perdre un peu de rendement. Voilà. Et puis, comment je mesure? Donc, il y a tous ces freins à la transition, à la conduite du changement, que ce financement va permettre de venir soutenir. Donc, vous aidez bien sûr la nature, mais aussi vous aidez un homme, une femme, une entreprise qui a besoin de s'adapter et sur lequel ça se trouve, vous passez, je ne veux pas dire tous les jours, mais qui est très très proche de votre entreprise. Nous, notre objectif chez Sysfarm, c'est de venir aider au maximum les agriculteurs dans cette transition. Et donc, on est presque l'un des acteurs qui va reverser le maximum à l'agriculteur. On est en moyenne à 85%. Il y a une partie pour le certificateur qui est incompressible, mais qui donne de la valeur à notre crédit. Et il y a une partie qui revient bien sûr pour le travail qui est réalisé par Sysfarm, de réalisation de son bilan carbone, d'accompagnement à la transition, de mesure chaque année. On refait un bilan carbone chaque année pour voir comment évoluent ces pratiques. Est-ce qu'il est sur la bonne trajectoire, la bonne direction? Voilà. Et ensuite, la certification et la publication de son projet et également la recherche des financements. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et je suis en train de vous parler et que vous êtes présent.
Je vous donne un cas d'un projet concret, une très grande société dans le luxe qui a financé ce type de projet. Alors, j'ai plus en tête le nombre d'hectares, mais ce qui est intéressant, je sais pas, Marjolaine, vous voyez toujours tu peux me confirmer qu'on voit toujours mon écran? Oui, on voit les projets sur le site. Ouais, voilà, nous on a une carte, vous allez sur Sysfarm, nos projets, vous allez retrouver l'ensemble de nos projets disponibles ou ceux qui ont déjà été réservés par des sociétés. Et alors je le fais vraiment au hasard, hein, qui va vous permettre d'avoir une feuille de présentation. Bah voilà, là on est sur un projet qui a été réservé, une feuille de présentation complète du projet, où est-ce qu'il se situe, le nombre d'hectares, quel est son projet, la proportion entre la réduction des émissions et le stockage, quels sont les leviers et les co-bénéfices, quelle est l'échelle de règlement, oui, l'échelle, la graduation la rémunération et à quel stade est le projet actuellement. Voilà. Et ensuite, bah, bien sûr, on peut échanger sur quel est le coût d'accompagnement de ce type de projet, quel est le coût associé à la tonne équivalente de CO2 pour accompagner ce projet qui fait 1656 tonnes. Voilà. On peut bien sûr échanger là-dessus lors d'un rendez-vous en one-to-one. En 4 ans, comme je vous l'ai dit, on a accompagné plus de 4000 agriculteurs. On ne le fait pas tout seul. Je vois que notre slide n'est pas à jour celle-là, mais c'est pas grave. Euh, Comment on le fait? On s'appuie. On a la chance en France en fait d'avoir les agriculteurs qui se sont rassemblés au sein de coopératives agricoles et aujourd'hui qui s'unissent au sein de ces coopératives pour se dire on doit mener de front ce combat. Et donc aujourd'hui on travaille avec plus de 50 acteurs. Ça va des coopératives, des chambres qui ont aussi des agronomes et également des agronomes indépendants qui vont venir accompagner ces agriculteurs. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir un maillage territorial et j'en suis sûr que vous allez trouver des projets qui sont peu loin, enfin qui sont à proximité, pardon, de votre exploitation. Nous, on travaille surtout en grande culture, donc c'est pour ça que sur la région sud-est, vraiment le sud-sud-est, qui est fortement euh, au vin et comment dire viticole, bah, on a peu de projets et on travaille également sur des projets bovins, bovin lait et bovin viande. Hop, voilà, force du collectif. Comment on mène un peu des projets au sein des entreprises? Comment on fait passer de l'idée à l'action et à la concrétisation? C'est pas uniquement un bon de commande qu'on nous envoie, parce que c'est des projets volontaires, hein. On n'a pas de, comment dire, euh, il n'y a aucune obligation légale, à part ceux qui sont quand même dans des trajectoires SBTI, CSRD, avec une mesure de fragilité et de risque par rapport à leur territoire, mais il n'y a pas c'est vraiment des projets volontaires, donc il y a une nécessité hum, de permettre à l'ensemble des parties prenantes internes de comprendre les enjeux de l'agriculture régénérative. Je pense que la clé de réussite de ce projet, bah, c'est de réunir, que ce soit sur une visio d'une heure, souvent la direction achat, financière, également des membres du COMEX au niveau de la direction du président ou directeur général pour comprendre vraiment très rapidement quels sont les intérêts, les aboutissants de ce type de démarche. Euh, de définir un projet ensemble, un cahier des charges. Pour valider une feuille de route, on va commencer par un projet qui est peut-être petit, mais c'est le premier. On va voir comment ça se passe. Et ensuite, bah, peut-être partir sur des projets qui sont à beaucoup plus grande ampleur en fonction de l'évolution que vous souhaitez avoir. Mais voilà, je trouve que c'est assez clé de créer aussi ce processus interne de prise de décision et que c'est un projet transverse et que c'est pas uniquement la direction du développement durable qui gère ce type de projet de A à Z. Voilà. Et nous, ce qu'on aime bien faire, enfin, ce qu'on fait quasiment à chaque fois qu'une entreprise vient, et c'est là, je trouve, où il y a. Alors, c'est dur à vendre sur une slide, c'est dur de le vendre par la parole, mais c'est là vraiment où on voit qu'il y a un effet énorme. C'est que généralement, sur chaque exploitation qui est financée, l'agriculteur, il se fait une joie de venir présenter en quoi les nouveaux financements qu'il a pu obtenir vont lui permettre de
vont lui permettre de venir changer sa façon de cultiver et on rassemble l'ensemble des collaborateurs qui est intéressés et pertinents et l'agriculteur vient présenter sa façon de travailler, les évolutions de sa façon de travailler. Et généralement, bah, ça fait un peu, comment dire, workshop, non, team building. Et tout le monde repart avec le sourire, souvent beaucoup de boue sur les bottes, mais une volonté de se dire finalement on a un impact très concret. La communication adore, bien sûr. Ça peut aller aussi au-delà, hein. Nous, on a vu pas mal de boîtes qui étaient challengées sur des appels d'offres où il y avait des critères environnementaux qui arrivaient justement bah, à faire la différence. Surtout qu'aujourd'hui, les appels d'offres publics il y a une nécessité d'avoir des critères environnementaux. Voilà, donc bon, c'est souvent un très bon moment à passer sur la ferme et il y a des finalités business aussi qui se découvrent à la fin. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a pu, comment dire, balayer très rapidement le sujet, mais d'une façon approfondie. Et j'espère que vous avez quelques questions pour nous challenger. Alors, n'hésitez pas à mettre votre caméra, à ouvrir votre micro. Moi, le but, c'est que ça soit interactif. Est-ce que Marjolaine, toi, tu as vu des questions passer euh, dans le chat? Alors non, pas de question. Je libère certains micros que j'avais coupés tout à l'heure. Ah, d'accord. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous avez peut-être des... Zéro question? J'ai du mal à le croire. Ah, 22 participants, super. Oui, Céline, avec plaisir. Oui. Bonjour, je me présente, je suis directrice RSE d'un groupe de transport et logistique. Et en fait, j'aimerais travailler là sur 2026 sur une position de compensation carbone. Et pour Oui, notre entreprise, mais aussi pour nos clients. En fait, on fait beaucoup de commissions de transport, donc c'est réalisé, on organise le transport pour pas de bateau, on a très bien, on en a très peu. Et on a beaucoup de clients qui nous demandent si on a des offres de compensation carbone. Dans ce cas-là, comment ça peut se mettre en place puisque c'est pas nous qui bénéficions directement des... oui. Alors, c'est un très très bon sujet. Je vous remercie d'avoir posé la question. Euh, on a eu déjà ce cas, notamment avec des très très grosses entreprises de transport, je ne connais pas encore la vôtre, qui ont mis en place ce type de démarche. Moi, ce que je peux vous proposer, parce que là, c'est un sujet où on a quelques slides à vous montrer qui sont assez spécifiques. Si ça vous va, on peut prendre un petit rendez-vous à la fin pour que je puisse vous présenter la mécanique que l'on opère sur le partage du financement avec les clients et également la quote-part qui pourrait être prise par l'entreprise. À part si Antoine, toi, tu veux donner déjà des éléments de réponse, Ouais, peut-être? j'allais me permettre d'arriver, de compléter. C'est en effet, on a eu ce cas de figure plusieurs fois et je vous donnerai les noms des confrères avec qui on l'a fait. En fait, à un moment donné, on l'a abordé de dire c'est quand même aussi au-delà un marqueur différenciant. Et en fait, si demain vous êtes transparent, alors soit vous voulez l'utiliser, le mettre à disposition pour vos clients comme vous évoquez, soit vous voulez utiliser aussi une partie de ces crédits carbone pour venir contribuer des émissions résiduelles de vos activités type scope 1, scope 2. Ce qui peut être tout à fait envisageable du coup, c'est très simplement vous sélectionner un projet, on va dire à proximité de certains de vos sites logistiques ou du siège social, avec un volume, admettons un exemple de 500 tonnes, X tonnes. Et en fait, vous allez de manière transparente dire à tous vos clients, eh ben, écoutez, je vous donne un peu l'exemple de ce qu'on a fait. Donc, c'est peut-être que ça va nourrir à la fois la réponse et peut-être vous donner des idées. En fait, cette entreprise, elle disait à ses clients, eh ben, écoutez, nous, en tant que transporteurs, on travaille activement sur l'évitement et sur la réduction de nos émissions, on améliore nos flottes, nos flux logistiques, etc. On vous propose par contre, sur
votre projet, sur votre, comment dire, sur votre trajet de X palettes d'un point A à un point B, il va y avoir quand même X tonnes d'émissions incompressibles et pour lequel notre société a choisi d'aller au-delà de simplement l'évitement et la réduction. On participe, on finance un projet de transition agricole qui va venir séquestrer du carbone. Souhaitez-vous participer avec nous? Et c'est comme ça que vous faites participer financièrement vos clients. Et après, la mécanique, c'est très simple. On regarde tous les ans, nous, on vous dit combien de tonnes ont été générées par le projet de l'agriculteur. Et après, bah, vous choisissez soit de, entre guillemets, tout mettre à disposition à vos clients. Donc là, d'un point de vue de reconnaissance de ces crédits carbone auprès de l'État, on les reconnaîtra à chacun de vos clients, ou une partie pour vous, ou quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que je vous ai amené des éléments de réponse? Oui, du coup, je pense qu'il faudra qu'on Bah, on discute. pourra en discuter, je pourrais vous montrer des exemples, et puis je vous dirai euh, un peu qui sont, je pense que vous devez les connaître. Merci. Mais votre question est quand même importante, je rebondis quand même. Euh, c'est le plus essentiel dans tout ça, c'est la notion de la transparence des activités et des engagements de chacun. Et en fait, c'est la force du collectif. C'est-à-dire qu'en fait, vous démontrez que vous n'êtes pas seul à agir en faveur du climat, et vous mettez à contribution vos parties prenantes, que ce soit vos fournisseurs ou que ce soit vos clients. Et en fait, c'est pour ça qu'on le voit de plus en plus dans des notions d'appel d'offres, etc. Il y a de plus en plus eh ben, que faites-vous concrètement au-delà de simplement des évitements et de la réduction? Agissez-vous sur des puits de carbone, etc. C'est pas pour rien que le GIEC, hein, le martèle et le rappelle depuis pas mal de rapports, hein, l'importance de financement de puits de carbone. Mais cette notion de collectif, c'est ce qui fait le plus de sens. On le voit également dans la construction de BTP, où maintenant il y a quasiment au niveau des préétudes, il y a un bilan carbone qui est fait sur le chantier qui va être mené et ils sont à la recherche de projets locaux. Et à ce moment-là, c'est le financement de ces projets locaux ne se fait pas uniquement par un seul acteur, mais est compris dès le départ dans la structuration du projet. Donc on quitte la logique, l'entreprise a réalisé des dividendes, on a de la marge, on peut acheter des crédits carbone, et on est plutôt sur l'intégration du crédit carbone dans l'activité économique, directement sur le flux économique qui est généré. D'autres questions? Blandine, Sarah, Kafala, je vois Benjamin aussi, Vincent, Adrien, Arthur, Fanny, non? Oui, Blandine, je me permets de vous appeler par vos prénoms, hein. Ah, il y a peut-être votre micro Hop, qui est oui, coupé. C'est bon. c'est bon, vous m'entendez? Hop, je mets Très la bien. caméra, voilà. Très bien. Bonjour. Du coup, je me lance, oui, j'avais juste une petite remarque, comme vous parliez là des entreprises style BTP, etc. aussi. J'ai l'impression, donc, bon, moi je travaille chez Littoral Normand, et du coup, j'ai l'impression aussi qu'on a des retours parfois d'entreprises qui nous disent. Bah, tant que on n'a pas d'obligation réelle, de pénalité, etc., on fait un peu les morts et du coup, tout est un peu en stand-by chez certains, je pense la majorité des entreprises qui sont pas vraiment porteurs de cette dynamique-là. Donc, comment lever un peu ce frein-là qu'on observe quoi, Voilà. en proximité? Ouais, c'est une véritable question. Et puis en France, on adore hein, cette réglementation qui nous pousserait à agir. Et c'est toute la nécessité, moi je dis, de vendre ce changement. Et généralement, bah, il faut s'adresser aux personnes qui décident de ce changement. Ceux qui décident de ce changement, c'est généralement pas ceux qui vont être opérationnels dans le projet, qui vont établir le cahier des charges et comment dire et s'assurer la bonne exécution. Moi, ce que je vois de plus en plus, bah, c'est que c'est un sujet qui est très opérationnel, qui peut être très petit, mais du coup, il est traité le plus haut possible. Il est traité
dans la hiérarchie au niveau le plus haut de la pyramide, non pas pour dire il faut qu'on passe du temps ensemble pour créer le projet, etc. Mais est-ce que vous avez déjà envie d'impulser l'idée? Et quand je dis impulser l'idée, c'est est-ce que vous dégagez du temps à votre équipe pour le réaliser, sachant que dès le départ, vous savez que c'est volontaire. Vous savez qu'il n'y a pas forcément un lien business direct, 1 € investi, 3 € gagnés. Par contre, vous êtes un leader, vous êtes un entrepreneur, et donc, est-ce que vous avez l'habitude de subir le futur ou plutôt de le créer? Et c'est là le sujet. C'est est-ce que vous attendez forcément que la réglementation ou vous quittez ce cadre de réflexion pour vous dire, c'est un sujet, j'ai pas envie de subir le marché et j'ai envie de placer mon entreprise en tant que leader sur sur cette partie-là. Et généralement, bah, il y a aussi un levier qui est très puissant, c'est que ces boîtes-là, elles ont toutes des équipes ESG, elles font des bilans extra-financiers, elles établissent des rapports RSE. Pourquoi elles emploient du monde? Pourquoi elles emploient, alors peut-être que Céline me affinera ce que je dirais, mais pourquoi il y a des budgets consacrés à ça? C'est qu'aujourd'hui, le rapport RSE, il est aussi une image, le préambule, on peut dire qu'on est à l'école primaire, mais, et on va bientôt passer au collège, de est-ce que l'entreprise est résiliente et du coup, comment elle peut être perçue par des investisseurs, des collaborateurs pour faciliter les investissements ou en tout cas avoir des crédits qui sont adaptés face à la résilience ou la fragilité de la société. Il y a un gros travail qui est fait par les assureurs justement sur cette notation. Donc moi je changerais. Oui, c'est pas réglementaire, mais justement c'est une chance, c'est volontaire. Et donc ça vous dit bah, quel est le sens que vous voulez mettre dans ce projet. Donc si la personne ne parle que de réglementaire, je pense que il faut d'abord enfin si on n'aime pas la discussion, il faut la changer. Voilà, il faut changer le Ouais, sujet. changer un petit peu de point de vue. Ouais, faire changer de Ouais, point de vue. Ouais. et on dit on fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc dans tous les cas, si c'est la première idée, ça sera ça, Mm. elle est dure à faire évoluer. Voilà. Mm, mm. D'accord. Ok, merci. Je sais pas si d'autres veulent alimenter cette réflexion, hein. Euh, mais oui, c'est un sujet qui est prenant et je pense que c'est un sujet aussi qui va fortement évoluer en fonction des crises, euh, des impacts que le climat va avoir. Voilà. Et donc les crises, ben, on n'a pas tous une boule Irma chez nous. Voilà. Donc c'est difficile de les prévoir. Sinon, ça s'appellerait plus une crise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que ça fait déjà 1h13 qu'on est connectés tous ensemble. On se rapproche de midi. Moi, personnellement, dans le Beaujolais, il fait très beau, donc je vais aller manger dehors. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que il y en a qui perçoivent un intérêt peut-être de fixer un échange ou nous faire un retour par email pour voilà, nous on se positionne comme comment dire? Euh, oui, la finalité, c'est de permettre aux agriculteurs de financer leur transition. Donc oui, la finalité, c'est de vendre des crédits carbone. Mais je pense surtout qu'on a un apport de conseil et de comprendre un peu votre feuille de route pour se dire, euh, pour essayer de co-construire ensemble un peu une sorte de cahier des charges et vous faire des retours d'expérience sur ce qu'on a pu voir en fonction de votre secteur. Donc, n'hésitez pas à nous challenger, je crois que c'est vraiment le premier point avant de parler de prix, de volume, de timing d'achat. C'est vraiment là-dessus sur lequel nous, on a une valeur ajoutée. On arrive quasiment à 1 million hein, de tonnes de CO2 en stock. Et puis on échange avec beaucoup d'entreprises de différents secteurs sur des modèles qui sont très différents. Voilà. Merci Jean-Michel. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bon appétit à tous et au plaisir de recevoir vos emails si vous avez envie d'échanger. En tout cas, nous, on vous enverra un replay et à la suite de cet email, essayez de me faciliter mon travail en me disant si oui ou non vous voyez c'est le bon moment ou vous percevez le bon moment, en tout cas, dans l'année pour échanger. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un bon déjeuner. Merci à vous tous. Merci à bonne tous, journée. bon appétit, au revoir. Merci.